En 1020e en Australie eut lieu une audience très inhabituelle. Elle attira beaucoup d'attention de la presse, mais contrairement à ce comment ça se passe habituellement, la presse ne s'intéressait pas au crime lui-même, mais à l'histoire de la vie de l'un de ses participants et surtout au secret qu'il garda très soigneusement toute sa vie. Le 2 octobre 2017, les restes d'un corps humain ont été retrouvés dans une banlieue de Sydney, en Australie. Ils furent partiellement enterrés dans la boue au bord d'une des routes. Le corps fut brûlé, ce qui rendit impossible l'identification du défunt. Les experts médicaux ne réussirent à établir que le décès est survenu il y a environ 2 jours. Les experts étaient enclins à croire qu'il s'agissait d'une femme d'une quarantaine d'années. La femme mesurait environ 160 cm. C'est tout ce que l'expertise médicale permit d'établir dans ces années-là. La police pensait qu'il s'agissait d'un meurtre, mais les experts médicaux ne trouvèrent pas de preuves. Ils croyaient que la femme était encore en vie lorsque les flammes engloutirent son corps et c'était peut-être une sorte de suicide. Espérant retrouver les proches de la victime, la police publia des informations dans le journal local sur le corps retrouvé, mais personne ne se présenta pour ramasser les restes. La femme fut enterrée sous le nom de Jane Doe. De tels noms sont couramment utilisés en médecine légale lorsque le corps ne peut pas être identifié. Les femmes dans de tels cas sont appelées Jane Doe et les hommes John Doe. Environ 2 ans et demi se écoulèrent et un jeune homme nommé Harry Burkey entra dans le poste de police, avec sa tante. Ils dirent que pendant près de 2 ans et demi, ils n'eurent rien entendu au sujet de la mère de Harry, Anna Burkey, et aimeraient la mettre sur la liste des personnes recherchées. Ils n'étaient pas ses seuls parents, car la femme avait un mari sous le nom de Harry Crawford, mais pour une raison quelconque, ils n'étaient pas pressés de contacter la police, ni immédiatement après la disparition de la femme, ni après un certain temps. Harry Crawford était le deuxième mari d'Anna Burkey. Son premier mari, qui était le père de son fils, était décédé il y a de nombreuses années, alors que le garçon n'avait pas 10 ans, et que Crawford était donc le beau-père de Harry Burkey. Harry dit que, il y a 2 ans et demi, quand sa mère disparut, Crawford lui dit que la mère du gars s'est enfuie avec un autre homme. Harry était abasourdi par cette nouvelle, il attendait que sa mère le contacte en quelque sorte, mais le temps passait et plus le temps passait, plus il y avait de doutes à l'intérieur de Harry dans les paroles de son beau-père. Espérance l'a finalement quitté lorsque Crawford dit, pour des raisons inconnues, qu'il devait déménager dans une autre partie de la ville. Il comprit que sa mère était peu susceptible de le trouver dans un nouvel endroit et refusa de partir. À partir de ce moment, les vies de Harry et de son beau-père se sont séparées. Harry dit à la police que la dernière fois qu'il vit sa mère à la fin de septembre 1917. En outre, il y avait 3 cas étranges entre lui et son beau-père, à qui au début il n'attachait pas d'importance, mais plus les doutes sur les paroles de Crawford au sujet de sa mère de Harry surgissaient, plus ces cas lui semblaient suspects. Le premier cas se produisit dans la banlieue de Sydney. Crawford amena Harry à Big Rock, qui était connu pour avoir beaucoup de suicides à cet endroit. Crawford s'approcha du bord de la falaise et appela Harry à se rapprocher de lui, mais Harry refusa alors de le faire. Le deuxième cas étrange se produisit une semaine après. Crawford emmena Harry dans un buisson au bord de la route et dit à Tom de creuser un trou. Il n'expliqua pas pourquoi tout ça était nécessaire et comme Crawford était un homme assez dur, Harry essaya de ne pas le contredire une fois de plus. Il fallut environ 2 heures à Harry pour creuser un trou. Après cela ils quittèrent l'endroit. Le troisième cas se produisit en octobre 1917. Crawford ramena le journal à la maison et dit à Harry de lire un article selon lequel la police trouva les restes d'une femme non identifiée dans la banlieue de Sydney. Alors Harry ne comprenait pas ce que cet article intéressait tellement son beau-père, il commença à le deviner seulement maintenant. Il y avait beaucoup de choses étranges dans l'histoire de Harry, et la police décida qu'une femme non identifiée il y a 2 ans et demi était sa mère Anna Burkey. Le comportement du beau-père de Harry était plutôt suspect et il devina le principal suspect dans le meurtre d'une femme retrouvée il y a 2 ans et demi. La police a également supposé qu'au moins 2 fois Crawford a essayé de tuer le fils d'Anna, mais pour une raison ou une autre, les 2 fois, il ne pas réussi pas. Harry Crawford ne fut pas trouvé immédiatement. Il vivait à la périphérie de Sydney avec sa deuxième épouse Elizabeth, avec qui ils étaient mariés depuis 9 mois. Crawford fut arrêté et juste après son arrestation, il raconta une histoire qui a choqué la police. En 1910, quand Harry Crawford avait 35 ans, il travaillait comme chauffeur chez un célèbre médecin de Sydney. Dans le processus de travail, il rencontra la femme de ménage du médecin. C'était Anna Burkey. Une femme de 28 ans. Crawford n'avait pas une très bonne réputation dans les milieux locaux, il était connu pour beaucoup comme un ivrogne et un habitué des bars. Mais il jura de changer sa vie pour Anna et en février 1913, ils se marièrent. Cependant, Crawford ne réussit pas à tenir sa parole pendant longtemps et quelques mois après le mariage, il revint à son mode de vie habituel. Selon lui,
Leur vie avec Anna était assez paisible, mais selon leurs voisins, le couple se disputait souvent à cause des ivrognes constants de Crawford. En 1917, la vie du couple bascula à l'envers quand une fille de 19 ans nommée Joséphine commença à vivre avec eux. Cette fille était la fille de Crawford. Avant cela, d'autres personnes s'occupaient d'elle, mais il n'y a pas si longtemps, ils sont morts et Crawford fut forcé d'emmener sa fille chez lui. Joséphine se comportait parfois très bizarrement avec son père, elle disait constamment qu'elle connaissait un secret à son sujet et tout semblait comme si Crawford avait peur qu'elle le dise à quelqu'un d'autre. Après Joséphine déménagea à la maison d'Anna et Crawford, le couple commença à jurer encore plus souvent. Un mois avant la disparition d'Anna, elle écrivit une étrange lettre à sa famille disant qu'elle avait appris quelque chose de choquant à propos de son mari et qu'elle les informerait bientôt. Mais ce qu'elle apprit, la femme n'aura pas le temps de dire. Selon Crawford, le 28 septembre 1917, lui et Anna allèrent en pique-nique. À un moment donné, une autre querelle éclata entre eux. Il dit à la police que pendant la querelle Anna avait glissé et s'était cogné la tête contre un rocher. Ce coup fut fatal pour elle. Crawford fut forcé de brûler et de cacher le corps parce que personne n'aurait cru comment Anna est vraiment morte. D'après ses paroles, Crawford ne savait pas qu'Anna était encore en vie lorsqu'il mit le feu à son corps. Il ne se trompa pas sur une seule chose, personne ne croyait vraiment à son histoire. La police croyait que Crawford savait qu'Anna allait révéler son secret, et qu'elle ne le fit pas, il la tua. Mais quel secret Harry Crawford garda toute sa vie? Ce secret était si important pour lui qu'il était même prêt à tuer sa femme quand Joséphine le lui raconta. Le principal secret de Harry Crawford était qu'il n'était pas le père de Joséphine, il était sa mère. Harry Crawford naîtra en juillet 1875 dans la ville de Livourne, en Italie. À sa naissance, il s'appelait Eugène Fellini. 2 ans après la naissance d'Eugène, sa famille immigra en Nouvelle-Zélande. Puis, quand Eugène était adolescente, elle travaillait beaucoup avec son père et pour plus de commodité, elle commença à se couper les cheveux courts et à porter également des vêtements pour hommes. Quelques années plus tard, quand Eugène finalement grandit, sa famille essaya de la marier, mais Eugène comprit que le mariage avec un homme n'était pas pour elle. Cependant, ses parents insistèrent sur ce point et Eugène ne pouvait pas contredire leur volonté. Heureusement pour elle, il est vite devenu évident que l'homme qui allait devenir son mari était déjà marié et avait un enfant en mariage. Ensuite, cela sauva la fille et elle n'eut pas à se marier contre son gré. En conséquence, Eugène a quitté le domicile parental et commença à vivre comme un homme, en utilisant le nom d'Eugène. Après un certain temps, Eugène déménagea à Sydney et prit le nom de Harry Crawford. Crawford toujours travailla dur pour les hommes, il travailla dans une usine de caoutchouc, ainsi que dans une boucherie, et en regardant un gars si bien bâti, personne ne soupçonnait qu'il était en fait une femme. Le fait que très peu de gens pouvaient s'enivrer de lui ajoutait également à sa brutalité. Quand presque personne ne se tenait dans le bar local, pour Crawford, ce n'était qu'un échauffement. Le secret de Crawford ne fut révélé qu'une seule fois. À 21 ans, il, sous le nom d'Eugène, travailla sur l'un des navires dans le port de Sydney. Une fois, lors d'un voyage, l'équipage du navire découvrit d'une manière ou d'une autre qu'il était une femme. Comme la présence d'une femme sur le navire était de mauvais augure, le capitaine décida de punir Eugène et la viola à plusieurs reprises, puis elle fut déposée au port le plus proche. À la suite des viols d'Eugène Fellini, alias Harry Crawford, elle tomba enceinte et en 1889 ans, elle eut une fille nommée Joséphine. Crawford ne fut pas prêt pour cela à l'époque, alors il trouva un couple italien sans enfant et laissa Joséphine avec elle. Au cours de la vie de Joséphine, il lui rendit visite, mais leur relation ne fut jamais complète, mais Joséphine connaissait toujours le principal secret de Harry Crawford. En conséquence, lorsque Crawford fut arrêté, son secret est devenu connu de tous, car il lui-même comprit que s'il était envoyé dans une prison pour hommes, alors comme alors sur le navire, cela ne se terminerait par rien de bon pour lui, donc, lors de l'arrestation, il immédiatement admit qu'il était une femme. Harry Crawford fut accusé du meurtre d'Anna Burkey. Sa seconde épouse Elizabeth était choquée, elle ne se doutait même pas qu'il était une femme. Plus tard, Crawford expliqua que ni Anna ni Elizabeth ne l'avaient jamais vu complètement nue et pendant les rapports sexuels, il utilisait toujours un objet imitant un organe génital masculin. En octobre 1920 ans, le procès de Harry Crawford commença, mais l'accent n'était pas mis sur le meurtre lui-même, mais sur l'incroyable histoire de la vie de l'accusé. Au cours du procès, Crawford fut reconnu coupable et condamné à mort. Cependant, après quelques années, son cas fut réexaminé et il fut condamné à la prison à vie. En février 1931, après avoir passé 11 ans en prison, Harry Crawford est libéré prématurément de prison. Cependant, il y avait une condition importante sous laquelle le juge décida de libérer Crawford. Pour le reste de sa vie,
Crawford doit vivre comme une femme et ne plus jamais essayer de se faire passer pour un homme, à la suite de quoi, après sa libération, Crawford prit le nom de Jean Ford. À son grand regret, Jean ne put pas retrouver sa fille après sa libération, car alors que Jean était en prison, Joséphine est morte de tuberculose. Jane Ford elle-même vraiment vécut le reste de sa vie en tant que femme et mourut en 1938 à l'âge de 63 ans sous les roues d'une des voitures dans la rue de Sydney.